parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Merci de nous rejoindre dans cette émission Les GG sur Radio Espace Guinée, mesdames et messieurs, ensemble jusqu'au port de 11h. Vous aider à mieux comprendre l'actualité. C'est le but qu'on s'est fixé évidemment à travers cette émission. Merci à vous qui nous rejoignez du côté de Bokeh. Vous nous écoutez là en modulation de fréquence sur 99.7, même fréquence du côté de l'Abbé. Si vous êtes à Cancan, 99 en modulation de fréquence, mesdames et messieurs. Vous êtes à Mamou, Fraternité FM, relaie cette émission. Farana aussi branché Radio Espace à travers les grandes gueules avec Bambou FM. Plusieurs moyens s'offrent à vous évidemment pour réagir sur nos sujets. Soit vous partez sur Twitter, hashtag Espace GG, sinon l'autre numéro de téléphone qui s'affiche juste en bas de l'écran. Eh bien si vous nous écoutez à la radio, c'est le 00224 657 39 13 13. Avec plaisir, nous allons relayer vos messages un peu plus tard dans cette émission Les GG. Eh bien si vous le voulez bien, ça serait sous le coup de 10h. Mesdames et messieurs, encore une fois, merci de rejoindre l'équipe des GG avec le tout nouveau Daouda Mohamed Kamara. Bonjour. Bonjour Lamine, bonjour aux aimables auditeurs de Espace FM et de la télévision, les téléspectateurs bien sûr. Bienvenue dans cette émission Daouda. C'est un plaisir. Comment ça va? Oui, ça va à merveille. Bon, allez, dans quel état d'esprit vous commencez? Un esprit d'acier. Ouais. Et parce que ça a toujours été un plaisir d'être dans les locaux de Espace, mais aussi dans cette émission de grande écoute et d'une grande qualité. Merci beaucoup, Daouda Mohamed Kamara, désormais avec nous. Bienvenue, Jacques, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Le week-end à Conakry. Oui, entre Koya et Conakry. Entre Koya et Conakry. Les enquêtes, Bon, en tout cas, des affaires familiales et puis bon. Ok, voilà. bien. Bonjour, monsieur Masqué. Il fallait qu'il la sorte, ça va. Ben oui. Bonjour Lamine, d'abord bonjour à Daouda. Bienvenue dans l'équipe sur Espace FM. C'est vrai que c'est une magnifique émission, il faut qu'on en fasse quelque chose de beau. Et puis le Turbo, bonjour. Bonjour. Je suis en forme ce matin. Ouais, ça va. Je sens que ça va dégommer. Ça va. Qu'est-ce qu'il raconte lui? C'est pas possible. Il faut remercier Moussa Moïse. C'est lui qui m'a offert ça, en fait. Non, attends, tu veux dire que Moussa Moïse a du goût à ce point-là? Costume 3 pièces. Mais tu le vois quand même dans le JT de 22h. Il pense souvent ça, c'est vrai. Voilà, c'est lui qui m'a offert ça. Il a juste un problème avec les mélanges des couleurs parfois. Je sais pas, ça fait mal aux yeux, mais sinon tout va bien. Pas possible. Il fallait que tu sortes ça aussi. Il a trouvé un nouveau couturier là. Vous êtes terribles les gars. On va le chasser. Bonjour. Bonjour. Sidna, bienvenue. Bonjour Lamine El Girassi. La beauté d'un tapis s'apprécie par la variété de ses couleurs. Absolument. Donc j'estime que l'harmonie des couleurs c'est important. Je suis pas seul. Ouais. Paul Fatia Tunkara, c'est la personification des couleurs à Espace TV au sein du groupe Adafo Média. Je trouve que Lamine est très bien habillé. Ah oui, c'est et vrai. voilà, il est en train d'apprendre. Mais c'est toi qui m'as amené dans ce monde-là. Bien sûr. Oui, en plus il a perdu du ventre. C'est la première chose que j'ai remarqué ce matin quand je l'ai vu. Ben, vous savez, il y a deux choses, il y a deux manières de perdre du ventre en Afrique. Soit vous faites un régime alimentaire ou bien vous avez des problèmes. Et je pense que c'est des problèmes ce sont des problèmes qu'il a. Donc voilà pourquoi il est obligé de maigrir. Je suis content d'avoir Daouda à mes côtés parce que un cognac de plus. Donc voilà, c'est bien. C'est quand même bien, ça manquait à ce studio. Bon, Daouda, Il est terrible. Au moins il est là. Il est terrible ce garçon. Attends, j'explique juste un truc à Daouda pour que les choses soient claires. Tu as à droite l'axe du bien et à gauche tu as l'axe du mal. Non. Il va falloir que tu choisisses ton camp. Le plaisir que j'ai, c'est que je suis d'abord cognaqué. Moussa Moïse qui est mon neveu. Voilà. Et en plus, je suis le neveu des Kissiens. Et j'ai à côté Jacques Léwa. Donc tu es super bien protégé. Voilà, et je suis le maître des Kourouma. Ah non, là tu as manqué. Les grandes gueules. Ça commence bien. Voilà. On s'intéresse aux enseignants. Cette actualité, je l'ai vu dans le journal de 20h hier. 12 enseignants licenciés dans un établissement privé de la place. Est-ce qu'il fallait s'attendre, mon cher Jacques Lévalino? Vous savez, il y a eu beaucoup de phénomènes quand même. Pendant la Covid-19 notamment, on est revenu ici pour parler un peu de ces enseignants du privé qui ont un syndicat, sinon des formations syndicales qui essayent de les défendre, mais auprès de qui finalement, ça devient la grosse question parce que vous savez,
ceux qui défendent les enseignants du public ont un interlocuteur, c'est le ministère de la fonction publique, parce que ce sont des fonctionnaires, mais il y a également le ministère de l'éducation qui a l'obligation de résultats et donc qui s'appuie sur ces ouvriers-là pour atteindre ces résultats à travers les écoles publiques. Maintenant, ceux du privé, ils gèrent directement avec les fondateurs d'écoles. Il n'y a pas d'organisation formelle. C'est vrai, il y a eu des directions au niveau de l'enseignement, préuniversitaire et au niveau de l'enseignement supérieur. Il y a des directions qui sont chargées de gérer les écoles privées, mais il n'y a pas de gestion véritable, il n'y a même pas de contraintes sur les fondateurs d'écoles. Ils sont maîtres, ils sont rois, ils recrutent quand ils veulent. Il y en a qui donnent des contrats. En tout cas, la majorité ne donne pas de contrats. C'est la minorité qui donne des contrats à certains enseignants. Et ces enseignants qui ont souffert, comme beaucoup de Guinéens pendant la Covid-19, mais qui manquaient de moyens d'accompagnement, comme certains, en tout cas ceux qui sont du privé, ou bien certains qui relèvent les grands services, ont quand même manifesté beaucoup. Ils ont réclamé, n'est-ce pas, que les fondateurs puissent, n'est-ce pas, penser à eux, ce qui n'a pas été possible. Donc il fallait s'attendre à ce que certains fondateurs licencient à ce point, non, sans préavis. Je ne dis pas que c'est normal ce qui se passe, mais vous savez, il y a certains qui ne veulent pas de bruit dans leurs écoles. Dès qu'on a des enseignants récalcitrants ou des enseignants qui rassemblent, parce que ce matin, il y a cette volonté souvent d'aller vers ça. Et puis il y a l'autre chose, ça c'est une dimension à voir aussi. Lorsqu'une école a des difficultés financières, et bien entendu, la solution facile, c'est de diminuer, n'est-ce pas, l'effectif. Et ce changement leur permet, n'est-ce pas, de réorganiser et peut-être discuter un salaire au rabais avec ceux qui arrivent et qui sont à la recherche de l'emploi et de n'importe quel emploi pour, n'est-ce pas, pouvoir vivre. Allez-y, mon cher. Mais c'est toujours la même chose. On dit de manière sempiternelle les mêmes choses. C'est toujours l'absence de règles qui crée l'anarchie. Normalement, dans un pays normal, on doit mettre au pas les écoles privées. Elles doivent dépendre du ministère de l'éducation qui, lui, pose des règles. Point final. Et encore une fois, les malmenés de ce pays sont ces métiers nobles qui sont valorisés partout dans le monde, sauf en Guinée, c'est-à-dire les métiers d'enseignants, d'éducateurs, etc. Et là, encore une fois, il faut que l'État prenne les choses en main. On rentre dans un 3e ou 4e mandat, on a plein de promesses. Il faut que ces promesses se réalisent, et notamment parce que on va y revenir. C'est pas la faute à l'État quand même. Mais c'est le manque d'État, c'est le manque de règles. Lorsque l'État ne met pas des règles, lorsque c'est l'anarchie, lorsqu'il n'y a pas de loi contraignante, parce que l'enseignement quand même, c'est le fer de lance d'une nation. C'est eux qui forment nos enfants. Si vous ne mettez pas des règles là, si vous ne leur tapez pas dessus, ils font ce qu'ils veulent. Et la preuve, licenciement 12 personnes, je suis persuadé que tu fais le tour des universités privées, le tour des lycées, il n'y a pas un enseignant qui est inscrit à la sécurité sociale dans ce pays. Est-ce que les universités payent des impôts? Non. C'est cette anarchie-là qui devient insupportable. Alors qu'on ne s'étonne pas que l'on licencie comme ça, ou plutôt que l'on jette, parce qu'on s'en sert et puis on les jette comme des torchons, des enseignants. Et ça, c'est inacceptable dans un État comme la Guinée. Bien. Allez-y, Daouda. Je crois que ça, c'est une question qui se pose pas aujourd'hui d'ailleurs. Et depuis très longtemps, quand Jacques dit par exemple qu'il y a des fondateurs qui n'aiment pas qu'il y ait de bruit dans leurs écoles, ça c'est en temps normal. Mais lorsqu'ils sont en difficulté, le plus souvent, c'est eux qui prennent tout le temps pour dorloter les enseignants, pour leur dire que sans vous, cela ne peut pas marcher. Mais lorsque les choses bougent, et ils deviennent des rois. Et aujourd'hui, il y avait une direction, si je me rappelle bien, il y avait une direction des écoles privées qui était logée au ministère de l'Éducation nationale, mais aussi également, il y en avait des universités privées. Et toutes les fois que les problèmes se posaient dans les universités, et cette direction n'avait pas toute la maîtrise des problèmes, des situations. Donc, les écoles privées semblaient comme des écoles, et puisqu'on dit c'est privé, et chacun est libre d'y mettre la loi qu'il veut, et chacun est libre de recruter ou de ne pas recruter, de payer comme il veut. Faites un peu le tour de ces écoles. Vous comprendrez que même les tarifs qui sont payés à l'heure aux enseignants ne sont pas réglementés par le département. Le département ne sait même pas. L'heure doit être payée à combien dans une école publique, dans une école privée, je vais dire. Et puisque c'est privé, ils peuvent faire payer
aux enfants beaucoup d'argent, mais payer aux enseignants des maigres salaires. Donc, ce sont aujourd'hui, la plupart de ces fondateurs, ce sont des gens qui règnent sur les enseignants parce que, comme le disait Ahmed d'ailleurs, c'est un métier noble dont les pratiquants sont utilisés comme des torchons parfois, parce que tout simplement, il n'y a pas d'emploi, et chacun trouve dans l'enseignement un refuge où il faut attendre l'opportunité, la bonne, qui va venir on ne sait pas quand, et donc les fondateurs aussi se permettent de les utiliser comme des torchons. Donc, comme des Kleenex, ils les jettent. Mais 12 ans quand même je veux dire, dans un établissement et puis vous jetez comme ça dehors, je comprends pas. Non, c'est pas la première fois que cela arrive. Remontez un peu dans l'histoire, vous comprendrez que les enseignants qui viennent, c'est vrai qu'ils enseignent dans beaucoup d'autres écoles, ils cumulent pour survivre en fin de mois, mais lorsqu'un fondateur pas d'humeur avec un enseignant, et tout de suite il ne veut plus le sentir là, et voilà, il peut le mettre à la porte quand il veut, sans aucun règlement. Et beaucoup d'ailleurs, il n'y a pas de contrat qui les lie. Ce sont des tâcherons, quand ils viennent, ils enseignent, ils s'en vont, et on ne sait pas, est-ce que aussi les licenciés en c'est les intermittents? Oui, c'est son nom, c'est ce qu'on appelle dans le jargon de l'éducation. Dans le jargon de l'éducation, on appelle ça des vacataires. Les tâcherons, ils viennent, et malheureusement, encore une fois, je le redis, on a fait de ces vacataires-là des misérables. Et c'est inacceptable. Il faut absolument que l'État fasse appliquer les règles, que ce soit dans l'enseignement public, que ce soit dans l'enseignement privé. Il y en a marre de cette petite élite qui fait tout et n'importe quoi, et surtout qui défie nos intelligences, qui met comment dirais-je, qui précarise l'avenir de nos enfants et qui défie l'État. Il faut qu'on les mette au pas. Bien, allez-y mon cher Moussa. Oui, je trouve que ce qui est malheureux, surtout dans le domaine du privé, dans le secteur de l'éducation, c'est qu'on choisit ce métier par défaut. On devient enseignant par défaut parce qu'on n'a pas pu trouver une chute quelque part. Pourtant, on ne doit pas y venir sur un coup de tête. Ça doit vraiment être l'un des métiers dont l'accès doit être difficile. Difficile parce que on vous donne une arme dangereuse, celle de former des esprits. Voilà, donc tout ce que nous connaissons comme radicalisme, comment je peux dire ça, comme extrémisme dans la vie, mais ça passe d'abord par la mentalité, ça passe d'abord par l'esprit. Donc lorsqu'on forge l'esprit des tout petits ou des apprenants avec un enseignant aux manettes qui n'a pas toute la pédagogie. Voilà, toute la pédagogie qu'il faut, les 4 points cardinaux bien en vue. Du coup, c'est un avenir qu'on est en train de préparer de façon très très sombre. Et puis, ce qui est à dénoncer pour ce cas, c'est que des enseignants payent pour leur engagement un peu syndical lors de la grève soulevée par le SLEG. Donc des fondateurs d'écoles privées ne gobent pas toujours le fait que des enseignants aient donc mis de côté le mot d'ordre de ces différentes écoles, qu'ils aient suivi le mot d'ordre de leur syndicat. Donc c'est un règlement de compte. D'ailleurs, ils ont porté très haut cette revendication auprès des différentes structures syndicales, notamment le SLEG. Je pense qu'il est temps pour le ministère de s'impliquer dans ce dossier, parce que c'est quand même clair, c'est la loi qui le dit. Personne ne doit être inquiété pour son appartenance syndicale. C'est pas parce qu'ils ont milité à un moment donné, cette tempête est passée. Le SLEG est maintenant en train de travailler pour le bien-être de l'école guinéenne. Je pense que c'est pas le moment pour ces fondateurs d'école de dire écoute, on vous avait dit de ne pas aller en grève, de ne pas faire ceci, maintenant que vous l'avez fait, on vous a fait remplacer, on vous met dehors. Ça ne se passe pas comme ça. Je pense qu'il appartient au ministère de s'impliquer, parce que même si c'est dans le secteur privé, ça reste quand même une branche du système éducatif. On a quand même pu l'observer, Lamine, pendant cette période, quand on était en train de discuter des mesures d'accompagnement en faveur de l'école guinéenne. Il y a eu des mesures claires qu'on pouvait bien percevoir, qu'on pouvait bien analyser en direction des écoles publiques, mais pour les écoles privées, bien entendu, il n'y avait pas eu d'action. Et quand on a demandé au professeur Bano dans cette émission, il dit on ne peut pas tout faire pour les écoles privées. De toutes les façons, ils vont s'organiser pour voir comment ça peut se passer. Donc chaque école essaye de s'organiser en sa manière. Par exemple, pour la rentrée scolaire, les écoles ouvrent un peu plus tôt, les écoles privées ouvrent un peu plus tôt, donc en avance sur les écoles publiques. Et en termes d'organisation pédagogique, et les écoles
privés semblent un peu libres par rapport aux écoles publiques qui ont plutôt une obligation vis-à-vis des directions communales de l'éducation. En ce qui concerne la gestion donc de ces enseignants qui arrivent, on le dit très bien, il n'y a pas de contrat qui les lie et le ministère n'a pas de regard. Il n'a pas de regard sur, n'est-ce pas, ce qui se passe à l'intérieur. À l'époque, par exemple, il y a des inspections qui passent régulièrement dans les écoles, dans les classes, jusque dans les classes, pour voir les prestations des enseignants. Cette pratique ne se limite que dans les écoles publiques. Et je ne crois pas qu'aujourd'hui, il y a des inspections qui sillonnent, n'est-ce pas, des écoles privées pour voir si, par exemple, un enseignant, même s'il maîtrise la langue française, mais s'il maîtrise la pédagogie, parce que la pédagogie, c'est la chose qui fait passer le savoir. Si vous ne la maîtrisez pas, vous allez beau parler devant les enfants, ils vont vous regarder avec les yeux hagards, mais ils ne vous comprennent rien ce que vous êtes en train de dire. Bien. Je pense que tous ces éléments doivent être corrigés et c'est au département de s'impliquer, de ne pas laisser ces écoles-là fonctionner comme des boutiques, c'est-à-dire celui qui a ouvert sa boutique, celui qui sait à quelle heure il ouvre, à quelle heure il ferme, à qui vendre et comment il doit vendre. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. C'est dans un domaine, dans un secteur qui concerne la nation. Il faut que le département puisse s'impliquer. Voilà, et pour être plus complet évidemment sur ce sujet, nous allons partir avec cet élément de reportage signé Amadou Sadio Baldé de la rédaction d'Espace TV. Ils sont 12 professeurs à avoir été renvoyés par l'administration de l'école Cheikh Abdoul Kaba. Selon eux, aucune raison ne justifie la décision. Bien sûr que le fondateur a été appelé, il a jeté la responsabilité sur le proviseur. Le proviseur, lui aussi, à son tour, quand on le demande, il dit que c'est le fondateur. Vice-versa. Ces professeurs disent avoir passé entre 5 et 10 ans au service de la dite école. Leur contrat de l'année scolaire 2019-2020 a été récemment renouvelé, c'est du moins ce qu'affirme Moussa Kamara. Chaque contrat prend fin à partir de la fin de l'année scolaire. Et la nouvelle année, on renouvelle. Ils nous ont demandé de renouveler le contrat. On a renouvelé, on les a déposés. Et ils ont confirmé l'ancien emploi de temps que ce qui sera maintenu. Ces enseignants sont affiliés au syndicat national de l'éducation SNE. Cette structure confirme les informations après des démarches auprès des responsables de l'école. Et lorsque nous avons rencontré le proviseur, il nous a expliqué que le départ massif du groupe scolaire Cheikh Abdoul Kaba n'est qu'une routine chez eux. Ils ont l'habitude de le faire. Ils ne gardent jamais une équipe. Pourtant, il m'a confirmé que son école a toujours effectué les 80 à 90% d'admission. J'ai dit, mais pourquoi changer une équipe qui gagne? Amara Oulare, proviseur de l'école, dit avoir résilié le contrat des 12 enseignants pour des raisons pédagogiques. Effectivement, c'est des procès qui ont duré avec moi. Moi, j'ai résilié le contrat. Parce que tout ce que nous avons mis en place, on n'a rien trouvé. Et on a fait une auto-inspection, on a retrouvé que vraiment qu'il n'allait pas répondre à tous ces critères. Sur le sujet, le SNE affirme avoir informé l'USTG, leur centrale syndicale. L'avocat de la structure s'est aussi saisi du dossier. Dans les jours à venir, une lettre va être adressée à l'inspection générale du travail afin que justice soit rendue aux ayants droit. Dans ce studio, Madame Yoro, bonjour et bienvenue. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Désolé pour le retard, j'étais dans l'engrenage de Monsieur Vert à moitié plein. Ouais, bien. Un coin sur lequel on a travaillé 2 fois en l'espace de 6 mois, c'est juste incroyable et ça crée des bouchons terribles à cause. Voilà, on vient d'écouter cet élément de reportage. On a quelques jours de la rentrée, il faut le dire, parce que c'est le premier. C'est demain, c'est demain. Normalement demain. Ouais. Ça vous inspire? Ça m'inspire quoi? Ça m'inspire le fait que les enseignants du privé aussi devraient se mettre en syndicat. Il y a des syndicats qui puissent défendre leurs intérêts. Ils ont dit quelque chose à la fin, saisir l'inspection générale du travail. Mais nous savons ce qui se passe avec cette inspection. Cette inspection qui, quelquefois, je me demande... c'est quoi son rôle effectif, parce que on ne joue pas, l'inspection ne joue pas réellement son rôle, parce qu'elle devrait justement être dans les différents services pour savoir ce qui se passe, inspecter le domaine du travail, comment les gens sont traités, et si par exemple des droits sont violés, se mettre à la tâche pour essayer de réglementer la situation, ce qui n'est pas souvent le cas. Dans le cadre de l'enseignement, je pense que surtout les enseignants du privé, Lamine, vous pouvez voir un jeune qui enseigne dans au moins 3 écoles différentes. Pourquoi? Pour pouvoir joindre les deux bouts. Parce que c'est pas facile. Les salaires qu'on donne, c'est des salaires lance-roquettes qui ne permettent pas aux gens de pouvoir être stables dans un seul établissement.
Et imaginez le calvaire de ces personnes. Normalement, il n'y a même pas de perspective pour ces gens-là. Ils cherchent le quotidien, ce qu'ils gagnent. Pendant le mois, c'est ce qu'ils mangent, c'est ce qu'ils dépensent pour les familles. Imaginez quelqu'un qui prend par exemple 1,5 million à la fin du mois. Tu es en location, tu as des enfants qui vont à l'école, ils doivent se soigner, sans oublier les autres surplus qui peuvent arriver. Voilà pourquoi je dis il faudrait qu'il y ait des syndicats, mais des syndicats forts, pas des syndicats qui parfois sont soudoyés quelque part, parce que c'est ce qui se passe. Il y a des gens dans les négociations qui se font soudoyer et qui marchent sur les besoins des enseignants. L'enseignement, Moïse l'a dit, on ne doit pas tomber dedans parce que oui, on n'a pas trouvé mieux ailleurs. On devrait y aller parce qu'on a eu la formation requise, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, justement à cause du manque d'emploi. Il y a plein de gens qui se retrouvent là-dedans parce qu'ils n'ont pas quelque chose d'autre à faire, surtout dans les écoles privées qui foisonnent. On ne sait même pas quels sont les critères pour ouvrir une école privée. On se retrouve là-dedans. Quelquefois même, vous pouvez retrouver des hangars qui se transforment en classe, en salle de classe, des garages qui se transforment en salle de classe. Il n'y a pas de critères requis parce que le département, justement, quelqu'un l'a dit dans le studio, n'a pas un regard là-dessus. Pourtant, je pense que le département devrait faire une sorte... Les inspections qui se passent dans les écoles publiques devraient se passer dans les écoles privées pour qu'on sache quelle est la formation qui est donnée là. Parce que, imaginez, Lamine, quelquefois, dans le temps, la meilleure formation se donnait dans les écoles privées. Dans les écoles publiques, je veux dire. Nous, on est passé dans les écoles publiques. Avant, la formation, c'était là. Vous aviez des enseignants, vraiment, qui étaient à la hauteur, qui ont fait de la pédagogie, qui savent comment approcher les enfants, comment les enseigner. Mais aujourd'hui, les gens, ils viennent parce qu'il faut qu'ils aient la dépense quotidienne. Et ça, c'est très dangereux. Vous avez vu les retombées sur l'éducation des enfants aujourd'hui. Vous pouvez voir quelqu'un qui est à l'université, qui ne peut pas vous construire une phrase simple, verbe, sujet, complément, de façon élémentaire. C'est la moindre des choses. Et ça, c'est dû au fait que l'État a abandonné. L'État n'a pas un regard, je pense, très scrutateur, très profond sur ce qui se passe sur le terrain, dans les salles de classe. Je pense que Dr Bano, il a commencé à faire un travail. Il devrait y aller à fond, faire en sorte que vraiment le niveau de l'éducation ne soit pas enterré, parce que je pense qu'on a touché le fond en ce qui concerne l'éducation. Il suffit de voir le niveau des enfants. Vous pouvez poser certaines questions à certains enfants. Vous vous demandez quel cours on leur dispense à l'école, tellement que en parlant de culture, il n'y a aucun niveau de culture générale. Bien. Vous êtes chez les GG. Les grandes gueules sur Espace, c'est la représentativité de la diversité de la société guinéenne. Ils n'ont jamais peur de défendre leurs idées. Entre débats animés, accrochages et éclats de rire, 2 heures de talk-show pour parler, décrypter et débattre de l'actualité et des véritables préoccupations des Guinéens. De 9h à 11h sur Radio Espace et en simultané sur Espace TV. Tous les matins, nous vous retrouvons évidemment dans cette émission. Mesdames et messieurs, merci à vous qui nous rejoignez du côté de Zérekoré. Vous nous écoutez là sur Espace Forêt sur 99.7. À la une, faut le dire, les élections en Afrique et le rôle des missions d'observation électorale au moment où l'organisation des scrutins donc ne permet pas encore l'alternance. La présence des missions de l'Union africaine, de la CEDEAO et maintenant des organisations de la société civile du continent est une onction pour un processus qui devrait être accepté de tous. Il le dit ce matin Jacques Lewalino. Et quelle que soit donc leur dénomination, elles finissent toujours par produire des rapports qui ne remettent pas en cause la crédibilité et la sincérité du vote. En même temps, si elles reconnaissent leur caractère souvent non exclusif, elles ne partent jamais, en tout cas au-delà des recommandations qui ont pour seul objectif de préparer donc les prochaines échéances. Les échéances, pour une certaine opinion et non la moindre, les missions d'observation électorale sont loin d'être une contribution à la consolidation des principes démocratiques dans un pays. Quel rôle devrait-on donc leur assigner? Désormais, il pose cette question ce matin. Et comment les rendre plus utiles dans un processus électoral parfois, on va dire conflictogène? L'ancien Premier ministre guinéen de la transition rentre d'une mission d'observation au Burkina Faso. Il analyse ce sujet évidemment avec nous ce matin. Il est notre invité, donc c'est bien sûr M. Kabine Komara, ancien Premier ministre
ministre de Guinée, chef de la mission de la CEDEAO au Burkina Faso. Il sera avec nous, mesdames et messieurs, dans cette émission. D'autres sujets, évidemment, on parlera entre autres, évidemment, du prétendu détournement des 200 milliards, le développement, évidemment, à suivre un peu plus tard dans cette émission, les GG sur Radio Espace. Mais d'abord, partons du côté de Koya, mon cher Moïse. Crime odieux, donc, du côté de Koya, vous l'apprenez. Qu'en est-il des corps d'albinos retrouvés? Alors, il y a à Koya, ce week-end a été un tout petit peu agité, notamment du côté de les forêts d'Ara, là où les forêts d'Ara. Les forêts d'Ara, oui, voilà, les forêts d'Ara. Ouais, oui. ouais. Et j'ai dit les forêts d'Ara. Mais non, tu l'as pas dit, mais quand même. Alors, mais écoutez, je vais. Tu l'as pas dit. Non, pas du tout. Les forêts d'Ara. Les forêts d'Ara, Faut bien Moussa. dire. Voilà, allez, Mais on y là, répète. Écoutez. Répète. Non mais au fait j'ai du mal à vous comprendre. L'ami ne comprend pas mieux ce que moi. Je suis désolé. Allez-y Moussa. Alors, voilà. Donc à l'Efour et Dara, il y avait de l'effervescence ce week-end. Les populations sont sorties massivement contre le domicile d'un douanier, un douanier qui a donc bâti sa demeure là. Il vit là avec sa famille depuis un certain moment. Il se trouve donc que le douanier, je pense du nom de Soumaro, a donc fait appel à des manœuvres pour l'aider à mettre en place les dalles de son bâtiment. Donc c'était l'opération de coulage. Et les grandes il a fait appel à des jeunes manœuvres, plusieurs, repartis en 3 groupes qui ont donc travaillé tardivement de la journée jusque tard la nuit, jusqu'à 4 h du matin. Et donc pendant la nuit, après avoir fini le travail à 4 h, il fallait donc payer les frais à chaque ouvrier. Donc les chefs de groupe devaient recevoir 100 000 francs guinéens et les membres de chaque groupe 50 000 francs guinéens. Donc il a commencé à distribuer donc cet argent, et arrivé au 3e groupe, un jeune ouvrier donc aurait demandé un peu plus. Il aurait dit que pour ce travail abattu, il ne peut pas prendre 50 000 francs guinéens. Et donc de discussion en discussion, ça s'est transformé en dispute. Et du coup, le douanier a demandé à son garde-corps donc de majorer un peu le montant du jeune ouvrier. Ce qui donc n'a pas plu au jeune ouvrier, qui a demandé à avoir 100 000 francs, donc au même titre que les responsables des groupes. Donc, ce que n'aurait pas accepté le douanier, qui a donc demandé à son garde-corps de le mettre hors du chantier, parce que ça commençait à crier, ça a créé une sorte de révolte dans les autres groupes, parce que chacun voulait maintenant avoir 100 000 francs. Voilà. Donc, pour mettre main sur lui, il aurait donc pris la fuite, le jeune ouvrier. Et dans la fuite, puisque c'est quand même une zone un peu, il y a des arbres et tout ça, il y a de la broussaille, et donc il serait tombé dans une fosse septique qui n'était pas couverte. Et donc le garde-corps qui le poursuivait n'aurait pas vu le jeune tomber dans la fosse septique. Il est juste revenu dire à son patron: ah patron, je l'ai chassé, mais comme il fait nuit, il est rentré dans les arbres, je ne l'ai pas vu. Il dit ok, garde son argent, après il viendra, tu vas le remettre. Et donc il a fallu attendre donc quelques jours pour que la putréfaction de ce corps, parce qu'il a trouvé la mort dans la fosse septique, pour que l'odeur nauséabonde attire l'attention des uns et des autres. Donc le voisinage viendra, le propriétaire notamment de la fosse septique viendra se rendre compte qu'à l'intérieur il y a un corps en putréfaction. Et donc ils vont donc appeler le chef secteur, ils vont appeler la police, et donc ils feront le constat qu'il s'agit donc de ce jeune ouvrier dont les parents viendront le reconnaître formellement. Et donc tout de suite on va crier une sorte on va appeler une sorte de vendetta contre le jeune contre le douanier, parce que tout simplement les ouvriers qui étaient là ont témoigné de la scène qui s'est passée la nuit dernière, les altercations qu'il a eues avec le douanier, notamment la chasse qui a été opérée derrière lui par le garde-corps du douanier. Donc ils vont présumer qu'il s'agit donc d'un cas de meurtre. Voilà. Les grandes donc, il a gueules. été tué par le garde-corps qui a donc jeté son corps dans la fosse septique. Et donc le chef secteur aurait contribué à soulever la population contre le douanier. Sa maison quand même sera vandalisée. Il a fallu l'intervention de la police pour qu'on puisse non seulement le mettre à l'intérieur de son domicile, et qu'il puisse faire sortir sa famille par la petite porte en sautant l'autre clôture, leur clôture voisine. Donc c'est comme ça que sa famille a pu trouver la vie sauve. Maintenant, sur la question des albinos dont les corps séchés auraient été retrouvés dans son domicile, il n'en est rien. Il n'en est rien. Aucun corps d'albinos n'a été trouvé au domicile de ce douanier. Je pense qu'on allait un peu trop vite en besoin, en tout cas pour ceux qui ont repris ces informations comme ça. C'est sur la foi
du témoignage qui a été fait notamment par le chef secteur que ces informations ont circulé. C'est-à-dire qu'avec un peu de recul, on se rend compte que le monsieur a acquis un énorme domaine dans le secteur. On parle de quelques 100 hectares tout de même, et qu'il a des difficultés, il a un conflit avec le chef secteur autour de ces parcelles. Donc il y a un précédent entre les deux. Donc du coup, lancer comme ça qu'il y a des corps qui ont été séchés, il faut une preuve tangible, parce qu'un cadavre, c'est quand même matériel. Donc ça va au-delà de toute idée superficielle. Donc les corps n'ont pas été retrouvés. Donc les constats qui ont été faits, parce que j'ai parlé avec les autorités en charge de l'enquête, les constats effectués sur place n'ont pas démontré la présence d'un quelconque corps d'albinos dans le domicile. Ce qui est avéré, c'est la mort que le jeune ouvrier a trouvée dans la fosse septique. Et dans quelles conditions il est mort? Est-ce que le récit tel que je viens de le faire, c'est exactement comme ça que cela s'est passé? Il appartiendra aux enquêteurs de nous dire la quintessence de la situation. Mais déjà, il faut lever l'équivoque sur la présence de ces albinos séchés qui auraient été retrouvés dans le domicile du douanier. Déjà que il a du mal à retourner à son domicile. La population pense que c'est quelqu'un qui est dans les crimes rituels. D'ailleurs, le jeune est réentouré la mort. On trouve que ça a été fait sciemment pour en sacrifice à ses fétiches. Donc ça va de part et d'autre. Donc c'est une situation assez dangereuse. En fait, la justice, j'espère que on va diligenter cela très vite, parce que il y a peut-être il y a une question quand même de justice à rendre à la famille du jeune qui a trouvé la mort dans la fosse septique. Est-ce que c'est vraiment en courant qu'il est tombé de lui-même dans la fosse septique? Les enquêteurs doivent nous le démontrer. Ou bien ça a été sciemment fait. Mais sur la question des albinos, je pense qu'il faut prendre beaucoup de recul là-dessus. Voilà. Allez, Moussa, on va revenir certainement sur cette information. Allez-y, Madame Hiro. L'ami, le téléphone à l'arbre, il est très fort. Une information, on apprend, on démultiplie chacun à sa guise. Maintenant, c'est à la justice de prouver le contraire, aux enquêteurs de mener l'enquête, de savoir ce qu'il en est, de toutes les façons. À partir du moment où le jeune a été pourchassé, et je pense qu'il y a déjà là une erreur qui a été commise, et je pense que les enquêtes pourront édifier l'opinion et savoir ce qui s'est passé, parce que si vous vous êtes disputé et que je pense qu'il fallait trouver vraiment un terrain d'entente sans arriver à ce que qu'on utilise la force jusqu'à aller pourchasser la personne. Si en pourchassant la personne, la mort s'ensuit, vous aurez commis vous aurez donné la mort sans l'intention de le faire. Peut-être que vous ne vouliez pas le faire. Homicide involontaire, vous l'avez pourchassé, quelque chose en est suivi. Et là, peut-être que vous serez jugé et condamné conséquemment à l'acte que vous avez commis. Je pense que les populations ont besoin d'être édifiées. Qu'on mène l'enquête, qu'on dise ce qu'il en est réellement, qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi, comme on appelle, le jeune s'est retrouvé dans la fosse septique? Est-ce que c'est l'explication exacte qui a été donnée par Moïse ici? Est-ce que c'est cela la vérité? Qu'est-ce qui s'est passé réellement? On a besoin de savoir, parce qu'il y avait quand même des gens sur le terrain, tous ces ouvriers-là qui pourront témoigner de ce qui s'est passé réellement pour qu'on puisse être situé. Maintenant, pour ce qui est de ces corps, je ne sais pas comment un corps séché, comment devient le teint d'une personne quand elle est décédée et que le corps est séché. Je sais pas comment justement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Les enquêteurs n'ont qu'à, essayer de nous édifier, parce que dans ce pays-là, tout est possible. On peut juste à cause de la tête d'une personne inventer des histoires, mais en même temps, nous savons que c'est un pays où tout est possible, où tout peut se passer. Justement, Daouda Mohamed, vous avez suivi cette actualité forcément ce week-end. Oui, effectivement, j'ai suivi cette actualité, mais je crois que je vais relever un autre pan du développement de Moussa Moïse. C'est bien la cohabitation aujourd'hui. On sait que Koya, du Breka jusqu'à Forêt-Caria aujourd'hui, ce sont des zones qui ont beaucoup de problèmes. Et quand on parle de 100 hectares, 20 hectares, 50 hectares pour une personne, et on sait avec les problèmes de manio depuis quelque temps, et il faut aujourd'hui qu'un certain comportement caractérise désormais la cohabitation entre les allogènes et les autochtones qui viennent, parce que ce problème il se pose aujourd'hui, non? Tel n'est pas d'ici, tel est venu de là, et puis voilà, ça crée des problèmes. Et avec tout ce qu'on sait derrière de certaines personnalités même du pays qui entretiennent cela. Et donc, si l'État pouvait aujourd'hui réglementer un peu l'acquisition des domaines dans notre pays, c'est pas parce que vous avez la possibilité de vous offrir 200 hectares que vous devez forcément vous offrir 200 hectares sur le même endroit. Parce que ça crée d'autres jaloux, parce qu'il y en a qui vont venir un jour pour se procurer une parcelle seulement, et ils ne peuvent pas en trouver, et vous êtes déjà là, et il y a des jeunes du quartier
qui ont aussi... Mais c'est un crime d'avoir plusieurs parcelles. Voilà, c'est un crime. Ah bon? Non, mon cher ami. Non, attendez. Lamine a introduit. Je pose des questions. Lamine a introduit. C'est un crime dans ma bouche. C'est pas ce que je voulais dire. Alors, ce que je veux... Je pas introduit. Je pose une question. Ça ne devrait pas poser de problème. C'est acquis légalement. Non, c'est bien acquis légalement. Oui, je suis bien d'accord que c'est acquis légalement. Mais vu les problèmes qui se posent à Koya aujourd'hui à Dubreka, quelqu'un peut venir et il vend une parcelle à Monsieur X. Demain, Monsieur X n'est pas encore prêt pour construire là. Demain, Monsieur Y qui vient et tout de suite il lui revend la même parcelle et vous pouvez retrouver 3, 4, 5 personnes qui ont les mêmes parcelles. Pendant ce temps, à côté, il y a des parcelles, des étendues, des parcelles qui sont là, jusqu'à 100 hectares, 200 hectares, qui appartiennent à une seule personne, et d'autres n'ont pas la possibilité de s'en procurer, et du coup, c'est pas un problème que ce soit pour lui, mais du coup, ça peut créer des mécontents, des frustrés à côté, et ça peut créer des frustrés à côté, et du coup, votre cohabitation ne peut pas être en tout cas bonne avec les autres qui n'ont pas pu obtenir comme vous, et tout cela peut être source de problèmes. Il l'a dit, Moussa Moïse, peut-être même c'est ce qui a évoqué un petit peu ces cas, comment dire, de cadavres séchés entre autres. Bien dit. Allez-y. Moi, il y a 3 choses qui me choquent. La première des choses, d'abord, paix à l'âme du jeune qui est mort, malheureusement, par la bêtise. Il y a 3 choses qui me choquent. La première des choses, c'est qu'un représentant de l'État, donc un douanier, puisse employer des jeunes au noir. Ça s'appelle de l'emploi au black. Non, mais c'est la vérité. Non, mais laissez-moi finir. Laissez-moi argumenter. Vas-y. Voilà. Il y a des entreprises dans ce pays qui sont spécialisées dans les travaux. Les grandes des entreprises qui payent des impôts. Un représentant de l'État, de surcroît un douanier, a des devoirs. Il n'a pas à employer des gens au noir. Il doit le faire dans la légalité et avec des entreprises qui payent leurs impôts et qui sont spécialisées dans les domaines, comment dirais-je, du bâtiment. Ça, c'est la première des choses que j'observe. Deuxième chose, il faut, dans ce pays, la rumeur tue. Et elle tue de plus en plus. Il va falloir que l'on fasse attention à respecter la présomption d'innocence, parce que lorsque l'on dit qu'on a retrouvé, moi j'ai vu cette histoire, qu'on a retrouvé des albinos séchés, vous imaginez jusqu'où ça va, dans le jardin de quelqu'un, mais c'est hallucinant. Et puis la rumeur est reprise bêtement par tout le monde, et résultat des courses, ce monsieur, n'eût été l'intervention de la police, aurait pu se faire lyncher. Et on a vu les images à la télé, parce que à la fin du compte, je veux dire, la population s'est mobilisée pour aller casser sur la personne, forcément. Et voilà, à cause de la rumeur et du manque de précaution. Il faut qu'on se le dise. Et puis, alors, autre chose, c'est vrai que, mais on en revient à ce qu'on disait aussi tout à l'heure avec les enseignants, quand l'État ne régit pas les choses, ça fout le bordel partout. Ça s'appelle l'anarchie. Bien, allez-y. D'abord, il y a à clarifier les choses sur la personne qui est décédée. Je crois que les enquêtes nous permettront de comprendre dans quelles circonstances il est mort. C'est quand même trop facile de dire, bon, il est resté à courir, il est tombé et puis il est mort. Je crois que c'est trop facile. Il va falloir trouver des éléments beaucoup plus... Est-ce qu'on a écouté le douanier? Pourquoi tu rigoles? Non, je rigole parce que... Avec l'introduction de je ne dis pas de vous. Je sais bien. Vous avez relayé ce qu'on vous a donné comme explication. Oui. Donc c'est de cela que je parle. Donc ça c'est quelque chose qui mérite d'être clarifié. Maintenant l'autre chose du côté de Koya, je pense qu'on a manqué de promptitude de la part des autorités préfectorales, parce que on a des policiers, nous apprendons, qui étaient venus pour une première fois, après qui auraient été pourchassés par la foule qui était beaucoup plus nombreuse. Il a fallu donc que le préfet fasse le déplacement sur les lieux pour sauver, n'est-ce pas, cette famille. Si on avait été assez prompt, on aurait pu non pas envoyer 2 ou 3 policiers sur le site, mais des gens véritablement mobilisés, mais des agents de sécurité bien sûr, pour protéger, n'est-ce pas, ce monsieur, parce que même si les faits allégués était établi, il ne revient pas à la population locale de se rendre justice. Il va falloir travailler d'abord sur le dossier d'enquête au niveau du tribunal de Koya pour qu'on sache où se trouve la vérité. Et puis n'oublions pas, Moïse, qu'un jeune homme est mort
pour 100 000 francs guinéens. C'est incroyable. Je pense que c'est une autre paire de manches quand tu parles du recrutement dans l'informel, dans le black. Parce que ici, ben écoute, c'est pas tous ces jeunes qui ont la possibilité d'être recrutés comme manœuvre, comme ouvriers, au sein de ces sociétés qui sont légalement implantées sur le territoire national. Donc ça, c'est un travail vraiment de longue haleine. Mais ce que j'aimerais dire, il faut vraiment des états généraux sur le foncier dans notre pays. Si on ne le fait pas, ça va conduire à plus de victimes. On parle du cas de ces jeunes, mais je peux pas vous dire combien de personnes ont trouvé la mort à cause des conflits domaniaux dans ce pays. Oui. Mort physique, donnée par des coups, donnée par beaucoup de choses, ou bien mort par stress. Parce que quand vous perdez l'investissement de toute votre vie, mais vous êtes déjà mort. Moi, j'estime que on peut pas quand même, si ce n'est pas pour avoir un projet industriel sur un site quelconque, on peut pas s'offrir 2 hectares. Si c'est pas pour avoir une plantation. Non, je suis désolé. C'est une honte. Mais la spéculation, vous savez, la spéculation dans le domaine. Écoutez, la spéculation dans le domaine. Lamine, quand vous voyez ce qui se passe, c'est pourquoi je dis à nos parents qui sont du côté de Koya, Forekari et autres, mais il faut quand même un peu assouvir son appétit sur autre chose. On ne peut pas vivre que de cela. Il faut, parce que c'est ce qui amène toutes les foutaises. On ne peut pas vivre que de cela. C'est-à-dire, non, mais c'est pas normal. Il n'y a pas que cela. Il n'y a pas que cela. Je suis désolé, Lamine. Je sais pourquoi je vous le dis. Lorsque vous savez tous les dégâts que les conflits domaniaux causent du côté de Koya et de Djubrika, il appartient à l'État quand même de se saisir de ce dossier et de poser des questions sur les acquéreurs. Vous voulez 2 hectares, 3 hectares, pourquoi? Même si ça appartient aux coutumiers. Mais il faudrait que vous sachiez quelle est l'intention de celui qui vient acheter ces hectares. Vous avez des gens qui les achètent. Ils les mettent pas en valeur. Ils mettent une sorte de clôture. Ils attendent 2, 3, 4, 5 ans plus tard. Ce n'est pas normal. Je trouve que ce n'est pas normal. Lamine, vous n'aurez pas. Non, ce n'est pas normal. Je trouve que c'est bizarre. C'est pas bizarre, Lamine. Je suis désolé. Il faut réglementer. Il faut réglementer ce domaine. Il faut réglementer ce domaine. Si les riches peuvent se permettre tout et n'importe quoi dans ce pays, je pense que pour nous autres, à quel moment nous allons avoir une petite parcelle? Jacques Lewaleno. Il faut arrêter quand même. Allez, Moussa, ça commence mal là. On se rappelle encore avec le CNDD, quand Issa Kamara a été nommé à un poste de ministre, je ne sais pas trop, les problèmes qu'il a gérés... Être riche dans ce pays, on dirait que ça devient honteux. Non, c'est pas bien honteux. C'est insupportable. On est dans une économie libérale. Être riche dans ce pays, c'est pas honteux, Moussa Moïse. Ça a bien des problèmes. Lorsque ça doit avoir des conséquences sur vous-même, je crois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui en souffrent parce qu'ils ont investi leur propre argent. Ils se sont procuré des domaines. Et après, c'est leur argent qui se retourne contre eux. Est-ce qu'il faut entretenir cela ou il faut réglementer l'acquisition des domaines dans notre pays? Et je crois que pour éviter de tels problèmes, il faut réglementer. Allez, Ahmed. Moi, je conseille à Moussa Moïse, s'il n'aime pas l'argent, il est riche, qu'il aille vivre en Corée du Nord. Là-bas, au moins, on sait ce qu'on fait. Moussa Moïse, être riche dans un pays, dans n'importe quelle économie libérale, c'est pas une honte. L'argent n'est pas une honte, c'est ce qu'on en fait qui devient honteux. Non, laisse-moi finir. Tu arrives avec ton esprit. Vous partez trouver des populations. Allez, le moteur est allumé. Vous êtes chez les GG. On revient à 10h. La République de Guinée avec à sa tête le président Alpha Condé, chef de l'État, président de la République. Avec l'idéologie, nous pouvons la promotion d'une culture puisant sa force et son inspiration dans les profondes valeurs de notre peuple, tout en assimilant positivement les apports extérieurs fécondants. Seul le président Alpha Condé, en moins de 10 ans, vous donne des infrastructures de développement qui répondent aux attentes des populations. Le président de la République, en moins de 10 ans, propose et suit une véritable politique de l'emploi. Une politique qui redonne espoir et dignité à la jeunesse des villes, des banlieues et des campagnes, car nous savons ce que vous attendez de l'État. Avec le dynamiteur, le président Alpha Condé, la Guinée continuera sa croissance entamée depuis 2010.